Bon, il y a la concurrence des ateliers cet après-midi. Donc, merci à vous d'être là pour cette troisième table ronde sur les soins infirmiers non programmés. Avec la question comment y répondre. Il y en a certains qui ont des réponses déjà, mais on va un petit peu décortiquer cette thématique qui va prendre, à mon avis, de l'ampleur dans les prochains mois et années. Donc c'est intéressant d'être un peu en prospective sur ce sujet. Nous avons le grand plaisir d'accueillir pour cette table ronde Éric Bongrand, qui est chef de projet Parcours Santé de la personne âgée à la direction de l'autonomie de l'ARS Île-de-France. Hélène Marie, directrice de la délégation départementale de l'ARS dans le 77, Sophie Michel, directrice de l'URPS, et Mathias Vargon, chef de service urgence SMUR du centre hospitalier de Saint-Denis. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un panel d'acteurs sur différents niveaux des soins non programmés. Ah bah oui, c'est intéressant aussi. Comme vous êtes aussi patron de l'Observatoire des soins non programmés d'Île-de-France, donc vous avez une vision régionale de la problématique, ce qui nous arrange bien cet après-midi. Éric Bongrand, pouvez-vous nous dresser un petit peu la situation des soins non programmés dans la région? Du coup, je demanderai aussi au docteur Vargon, au professeur Vargon docteur. Non, ça y est, moi je vous ai passer en professeur. Donc, quelle est un petit peu la situation des soins non programmés pour les personnes âgées dans la région, les besoins et la façon dont on y répond aujourd'hui? Alors, on fait un tour de table d'abord et puis ensuite on échangera sur des thématiques précises. Donc, on a entre 5 et 7 minutes chacun pour exposer. Bonjour. Juste, effectivement, pour moi aussi, un petit changement de titre, hein, mais c'est secondaire. Hein. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Maintenant, je suis responsable du département là, depuis le 1er septembre. Donc, département de l'organisation de l'offre pour personnes âgées, donc à la direction de l'autonomie. Alors, effectivement, donc, je vais parler problématique, les enjeux et défis de cette question-là, sur le plus spécifiquement sur le champ des personnes âgées, même si je suppose que ce matin, Arnaud Corvesi a dû évoquer la place des IDEL dans le cadre du champ ambulatoire, enfin des soins de ville, y compris sur la question des soins non programmés. Donc là, j'aurais une vision un peu plus restreinte, où, de prime abord, cette question des soins non programmés intégrant ou ayant recours aux IDEL, aux libéraux, est assez récente, quoi. Elle n'est pas forcément puisque c'est un champ de compétences où, comme on va le voir, tant pour les EHPAD que pour le maintien à domicile à travers les SIAD, on est sur des dispositifs de salariat, mais avec des collaborations, bien entendu, avec les IDEL. Donc, je vais faire rapidement un point sur les évolutions en cours, donc sur le champ des personnes âgées. Donc, bien entendu, afin de prendre en compte plusieurs phénomènes qu'on connaît bien, donc je ne vais pas m'appesantir, mais tout de même rappeler donc, ces enjeux tels que le vieillissement de la population, pour les personnes âgées de plus de 75 ans, qui va augmenter de manière importante sur les années à venir, avec aussi un phénomène à prendre en compte, c'est l'évolution des GIR 1 à 4, donc qui est aussi là subit une augmentation assez exponentielle. La région Île-de-France compte 700 000 personnes de plus de 75 ans et les GIR 1 à 4 représentent pratiquement 25%. L'entrée en EHPAD donc à un âge de plus en plus avancé, on est autour de 85, même si un tiers des résidents de plus de 90 ans, parmi la population de plus de 90 ans, un tiers sont en EHPAD. Parallèlement, on a également la volonté donc, des personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Et donc dans des situations de dépendance plus importantes, où ils sont donc forcément plus fragiles avec des risques de décompensation, d'épisodes aigus. Donc c'est un peu l'ensemble de ces objectifs-là autour desquels donc, plusieurs projets et programmes sont en cours de développement.
et notamment donc l'absolue nécessité, on connaît la situation des EHPAD notamment, de renforcer les ressources tant internes que externes, puisque ces structures peuvent s'appuyer également sur des ressources externes, tant sur le plan médical que soignant. Donc je traiterai d'abord la question des EHPAD, qui accueillent 10% de la population âgée de plus de 75 ans en Île-de-France, c'est 65 000 places. Très récemment, donc en 2023 notamment, donc on a augmenté le temps de médecaux de manière significative. Le problème, vous me direz, c'est aussi parfois le défaut de médecins coordonnateurs. Effectivement, en Île-de-France, on évalue à pratiquement 20% des EHPAD démunis. C'est très largement supérieur à la moyenne nationale qui est plutôt de 10. Donc pour faire face à ces situations, et qui est également aggravée par le manque de médecins traitants, enfin la diminution du nombre de médecins traitants, on a développé en Île-de-France quelque chose qui est bien regardé au plan national. Ce sont des médecins prescripteurs, donc qui vont être salariés, qui vont permettre de suivre des situations et dans ce cadre-là, donc d'encadrer l'exercice infirmier. Quand je dis que c'est intéressant, alors bien entendu, des IDEL peuvent intervenir en EHPAD, mais c'est vrai qu'on n'a pas de données, d'études qui permettent de mesurer cette collaboration. Et donc ce serait intéressant effectivement de pouvoir avancer sur ce plan. En revanche, donc depuis quelques années, sur la question donc des IDE de nuit ou des astreintes infirmières de nuit que l'agence a développé. Donc on est actuellement à 66% de couverture des EHPAD de la région couverts par un dispositif d'astreinte ou pour les plus anciens de présence physique, mais qu'on va convertir en astreinte. Donc 465 EHPAD sont concernés, et c'est vrai que l'URPS IDEL a bien investi ce champ. Et je pense que Hélène Marie donc évoquera plus en détail l'organisation et le fonctionnement spécifiquement sur la Seine-et-Marne, puisque ça a déparé surtout en Seine-et-Marne, mais c'est vrai que maintenant donc vous intervenez dans 6 départements. Auprès de pratiquement 160 EHPAD, donc ce qui représente le tiers de ceux que l'on couvre. Et donc c'est un sujet donc, qui est aussi travaillé au plan national et qu'on va aussi soumettre à une évaluation de la part du Gérondif, qui est le Gérontopôle Île-de-France. Pour être complet également en ce qui concerne les EHPAD, quand je parlais de ressources externes, donc les relations avec les filières de soins gériatriques et notamment des équipes mobiles de gériatrie sont assez bien développées en Île-de-France. L'ensemble de la région est couverte par 34 filières et notamment 38 équipes mobiles de gériatrie externes. Alors elles n'ont pas vocation normalement à intervenir sur des situations d'urgence, mais dans les faits ça peut être le cas. Elles sont composées de tant de gériatres et d'infirmiers. Surtout, donc, elles permettent d'anticiper des situations de décompensation, d'épisodes aigus. Elles mènent également des actions de formation. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on essaye de faire progresser le niveau de prise en compte d'un certain nombre de phénomènes, que ce soit la prise en charge médicamenteuse, le risque de dénutrition, les plaies et pansements complexes, la prévention des chutes. Avec notamment un programme qui s'appelle Assure, qu'on a développé là depuis 18 mois, qui est une formation par des médecins hospitaliers urgentistes et gériatres à l'échelle de chaque filière de soins gériatriques pour améliorer donc les compétences des équipes soignantes en EHPAD dans la prise en compte donc, de situations d'urgence dites relatives, qui reposent sur des fiches de conduite à tenir et qui ont pour but donc effectivement d'éviter des transferts indus aux urgences, de favoriser aussi parfois des hospitalisations directes. Donc voilà, sur le champ des EHPAD, il y a
cette place des IDEL dans le cadre du dispositif IDE de nuit. Dans le fonctionnement ensuite en journée, il faudrait documenter quand même pour mieux cerner ce que représente l'intervention d'IDEL en EHPAD, qui peuvent bien entendu aussi intervenir dans le cadre de l'HAD, qui a recours à des IDEL. Là aussi, c'est insuffisamment documenté, donc ça peut être des travaux quand même qui pourraient, j'espère facilement, avec les données de l'assurance maladie, d'écrire un peu mieux cette réalité. En ce qui concerne les soins à domicile, bon, alors, donc on est sur un champ, on va dire mixte, hein, avec d'une part les SIAD et de l'autre part les IDEL, mais qui collaborent pour la prise en charge de soins techniques, puisque bon, c'est vrai qu'un SIAD c'est composé d'un temps de coordination infirmier, de quelques postes infirmiers, mais beaucoup d'aides-soignants. Donc pour la réalisation de soins techniques, alors programmés ou non programmés, c'est là aussi on n'a pas d'instrument de mesure. Les IDEL donc ont toute leur place. Juste en termes de réformes structurantes là, sur les années à venir, sur ce champ-là, qu'on appelle le virage domiciliaire, vous dire que les pouvoirs publics ont annoncé un programme de création de places de SIAD, de 25 000 places de SIAD d'ici 2030, ce qui pourrait représenter à peu près 4 500 pour la région Île-de-France. Parallèlement, il y a la réforme de la tarification pour les SIAD, j'en parle vite fait, mais qui a pour intérêt de mieux prendre en compte les profils qui sont pris en charge et de pouvoir mieux valoriser en fonction de ces profils les moyens des SIAD et en cascade le recours à des infirmiers libéraux. Et juste également aussi la réforme des services d'autonomie à domicile qui vont réunir à la fois les SIAD et des services d'aide à domicile, donc d'aide à la vie quotidienne qui relèvent des conseils départementaux pour simplifier le parcours des personnes âgées et coordonner les différents types d'interventions. Alors, en matière de soins non programmés, donc j'ai essayé de regarder à droite à gauche. Alors bon, il y a également donc des actions relativement récentes. Bon, là, je pense peut-être que le docteur Vargon en parlera beaucoup mieux que moi, parce que je ne sais pas où en est la question, les unités mobiles, qui était une des mesures du rapport Braun. Et je pense une place que pourraient occuper les IDEL, c'est bon, dans le cadre effectivement du développement de certaines innovations technologiques, télésanté, ou plus exactement même de télésurveillance. Il y a un projet phare actuellement en Île-de-France qui s'inscrit dans le cadre d'un article 51, donc qui est soumis à une expérimentation en cours à partir de l'hôpital des Rives de Seine, où des patients donc en sortie d'hospitalisation qui sont relativement encore instables font l'objet d'une télésurveillance avec des objets connectés qui peuvent générer des alertes, et dans ce cas-là, ça déclenche l'intervention d'IDEL à domicile. Et ces IDEL donc, font le point et peuvent dialoguer avec des médecins gériatres hospitaliers pour savoir quelle conduite à tenir. Voilà. Il y a un point encore sur le panorama ou... Non, c'est bon. J'arrive à la fin, oui. D'accord. Mais merci pour ce panorama, parce qu'il est sur les soins non programmés. Peut-être que pour saisir un petit peu comment ça fonctionne de façon plus concrète, peut-être Hélène Marie pouvait nous décrire la façon dont dans votre département la participation des IDEL aux soins non programmés se passe, peut-être pour nous faire toucher du doigt comment concrètement ça se passe et quel service ça rend à la population. Alors, après, moi je vais rester modeste aujourd'hui, puisque effectivement on a une volonté très forte des acteurs du territoire de s'engager un peu plus
je dirais de manière significative dans ce dispositif, notamment avec Sophie. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que les discussions sont bien engagées et on a identifié, je dirais, les sujets que ça va couvrir. Alors, je vais peut-être pas les développer tous, mais au moins identifier les quelques sujets que auxquels nous ça renvoie. D'une part, pour nous, c'est un vrai gage de progrès dans l'organisation du système de santé, puisque ça permet d'introduire ou de réintroduire ou même d'introduire pour la première fois la notion de parcours dans les soins non programmés. Parce que finalement, les soins non programmés, c'est un peu l'espèce de truc. Il y a beaucoup de médecins libéraux, notamment, qui finalement ont du mal à entendre parler des soins non programmés, parce que c'est un peu le contraire de la manière dont on a envie de bien fonctionner avec des patients. En fait, le bon soin, c'est celui qui a pu être programmé et qui n'a. Alors, évidemment, il y a toute une dimension d'urgence, mais on doit savoir aussi que le soin non programmé qui se développe aujourd'hui, on parle beaucoup du SAS, on parle de l'intervention des médecins libéraux dans la prise en charge du soin non programmé, c'est pas pour la prise en charge des urgences au sens où on l'entendait encore il y a quelques années. Donc il y a un vrai enjeu de remettre du parcours, y compris dans les soins non programmés, c'est-à-dire d'avoir des acteurs de proximité qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs patients, qui connaissent leurs partenaires. Et ça, et on l'a vu avec le Covid, les plus réactifs, malgré tout, et les acteurs qui sont en capacité de pouvoir être mobilisés sur un territoire limité, mais qui finalement, par le nombre, font qu'on couvre un territoire important. Vous savez que pour nous, en Seine-et-Marne, c'est important, cette notion de territoire, hein, parce qu'on est un grand territoire par sa géographie. C'est les infirmiers et les infirmières libérales. Parce que le maillage... Le meilleur maillage, il y a deux meilleurs maillages territoriaux, c'est celui des pharmaciens et c'est celui des infirmiers. Après, les autres professions, c'est la cata pour les médecins, pour toutes les professions paramédicales, etc., etc. Donc, du coup, on a quand même un vrai enjeu de remettre du parcours. Deuxième sujet, et ça, c'est un point qu'on a beaucoup travaillé avec le SAMU, c'est la question de l'adressage. À quel moment c'est le bon moment, pour quels critères on s'adresse à un infirmier plutôt qu'à un autre professionnel de santé. Je sais qu'à Paris, ça a commencé, il y a des protocoles qui sont en place. Je pense que ça, c'est encore un travail devant nous, mais moi, ça me fait pas du tout peur. On a besoin d'y travailler ensemble, c'est possible. Après, on a des expériences qui sont un peu similaires. Au SAMU, ils ont commencé à travailler un peu différemment au SAMU 77 avec, par exemple, Eric, je crois que c'est Eric qui évoquait les unités mobiles. C'est un modèle, mais en fait, c'est pas le modèle, c'est un modèle possible. Il a été identifié. En fait, moi, ce que je perçois surtout, c'est que l'unité mobile, c'est l'infirmier qui est en capacité de se déplacer. Donc, tant qu'à faire, autant... moi, je suis plutôt partisane du fait de le mobiliser là où il est. Et il est dans le territoire. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc, il y a déjà des expériences. On a aussi des expériences de télésuivi. Et donc, ça, c'est du domicile et c'est aussi en lien avec des infirmiers. On commence tout juste, mais c'est un vrai sujet, je pense, dans la problématique, les téléconsultations assistées. Et ça, c'est vraiment le truc qui va faire que les médecins ils vont valider le sujet téléconsultation. Quand je dis les médecins, là, c'est les médecins libéraux, hein, bien sûr, parce que les médecins, les hospitaliers, ça fait longtemps qu'ils ont fait évoluer aussi ces pratiques-là, y compris d'ailleurs de travail avec les infirmiers en délégation de tâches. Donc voilà, la téléconsultation assistée, franchement, c'est... je ne dis pas que c'est l'avenir, mais je pense que si, un peu quand même. Et à nouveau, ça, on l'a vu aussi via le Covid, même si on aurait bien aimé faire un peu plus. Et puis, il y a quand même un vrai sujet des outils, de la clarification des rôles de chacun. Et là, je vais réinsister sur le fait... ça, on n'en avait pas reparlé avec Sophie quand on a eu nos échanges, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est... c'est plus que les cultures professionnelles, par exemple, entre le pourvoyeur, entre guillemets, de soins non programmés, qui va être le régulateur, et l'infirmier.
il y a de la culture professionnelle commune à acquérir, mais bon, ça c'est vrai aussi avec les médecins libéraux, d'ailleurs, parce que les régulateurs libéraux, des médecins régulateurs libéraux, ils interviennent depuis longtemps aux côtés des médecins hospitaliers au SAMU, mais les nouveautés récentes, c'est quand même le développement des interventions de médecins libéraux en soins non programmés avec le SAS. Donc il y a de la culture professionnelle à acquérir, commune. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a une responsabilité globale du système qu'il faut bien définir. Et par exemple, je vous donne un exemple, si on a un grand territoire comme la Seine-et-Marne, où on a beaucoup d'infirmiers qui sont mobilisés pour répondre en soins non programmés, mais pas sur tout le territoire, ça complexifie quand même le sujet pour le SAMU, qui du coup aura une réponse inégale en différents points du territoire, d'où la nécessité parfois et l'appel de l'unité mobile entre guillemets à la main du SAMU, parce que du coup il sait qu'il peut l'envoyer partout. Donc là il y a un vrai sujet aussi de travailler en commun. Nous on est là aussi pour ça à l'agence, de favoriser les liens, développer les interrelations, et du coup moi ça je pense que c'est des points de vigilance qu'on a identifiés, non pas parce qu'on le fait déjà, mais parce qu'on a commencé à avoir les discussions et parce qu'on a des expériences communes de travail précédentes. Il y a les IDNU effectivement, où ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs les IDNU en EHPAD, en fait c'est un dispositif qui est génial, mais c'est difficile de se l'approprier parce que comme il n'est pas complètement uniforme sur tout le territoire, du coup il faut quand même reconnaître que le SAMU il est départemental. Il y a 1, 2, 3 médecins régulateurs en un point. Avec les ARM. Si on est à tel endroit, il faut aller vérifier si c'est machin, si c'est bidule. En fait, il y a quand même un vrai sujet d'organisation. C'est pas du tout insurmontable, mais ça fait encore partie des choses qui sont devant nous. Donc on néglige pas cette dimension-là, et ça fait partie des sujets qui sont... Aujourd'hui, vous pouvez donner un exemple concret d'une intervention d'IDEL. Ça se passe comment dans un cas, un exemple aujourd'hui de ce qui se passe sur votre territoire? Moi, sur mon territoire en Seine-et-Marne, les IDEL, elles interviennent aux côtés d'un certain nombre d'acteurs, mais pas à la demande du SAMU sur du soin non programmé. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'est pas là encore pour l'instant. On n'en est pas encore là. Okay. Mais il y a une volonté de le faire. On faisait partie des départements où on a essayé d'initier les choses. Après, il y a un dernier point quand même qui est là où ça s'est développé. C'est là où finalement c'est d'autres acteurs, d'autres organisations, y compris infirmières, qui ont pu le faire ponctuellement, mais là encore, je pense que ça peut être discutable. Et ça renvoie à la question du rôle, du lien entre une organisation infirmière qui serait départementale et portée par l'URPS par exemple, et puis des CPTS ponctuellement. Parce qu'il y a des infirmières ou des infirmiers qui répondent, qui sont inscrites dans une organisation de non programmée, mais plutôt dans des territoires plus réduits ou plus modestes que le territoire départemental. Parfaite transition pour Sophie Michel. Donc oui, justement, le rôle de l'URPS... Alors, 2 questions. L'importance du dossier pour les IDEL aujourd'hui dans la région. Pourquoi c'est un sujet important? Et ensuite, le rôle de l'URPS en tant que représentation régionale, et donc effectivement qui doit faire entre les différents territoires de la région. Alors déjà, et vous l'aurez compris, on a distingué un petit peu les 2 dossiers au niveau de l'URPS sur les soins, la réponse aux soins non programmés. On s'est d'abord investi sur les soins non programmés la nuit en EHPAD et la réponse qui a été apportée depuis février 2020 dans le cadre d'appels à projets régionaux émis par l'ARS, c'est donc de mettre des infirmiers libéraux d'astreinte. Et donc ça a connu un essor ces dernières années, et aujourd'hui effectivement près de 160 établissements, 132 collègues investis dans ce sujet sur 6 départements. Et des acteurs qui sont contents, un très faible turnover de nos collègues infirmiers libéraux sur ce sujet. Et le plus important, ce sont des interventions qui permettent, dans la plupart du temps, d'éviter des hospitalisations ou en tout cas des dégradations de l'état de santé des résidents la nuit dans leur structure. Du coup, il y a un retour résultat concret. Oui. Vous avez pu vous arrivez à le mesurer, ou c'est quelque chose qui est en cours? Oui, alors après, il y a eu un tel biais dans le suivi des indicateurs du fait du Covid, notamment sur la comparaison des hospitalisations avant
D'accord. Voilà, donc c'est Donc ça un peu demande à être compliqué consolidé, quoi. parce que les hospitalisations en 2020, 21, 22, voilà. Et donc l'autre champ des soins non programmés, donc c'est la ville, c'est les patients à leur domicile. Le domicile, le cœur de métier des infirmiers libéraux. Et là, il en va plus de la structuration et de la reconnaissance de ce que les infirmiers finalement font déjà, en fait, de répondre à des soins non programmés pour leurs patients parce qu'ils les prennent en charge et qu'il arrive toujours des choses imprévues dans une prise en charge. Et donc là, ça irait au-delà, puisque ça serait pour des patients qu'ils ne suivent pas au quotidien, et ça serait structuré autour d'astreintes et d'infra-territoires préalablement identifiés. Et donc ce travail a commencé à être mené depuis 1 an dans le cadre des mesures Braun en juillet 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est que le modèle des EHPAD est très reproductible sur la ville. Donc en fait, on sait qu'on sait faire sur les EHPAD. On n'a aucun doute à pouvoir mobiliser nos collègues sur la ville, à condition que, et c'est là un des enjeux principaux, c'est d'informer et de mobiliser nos collègues sur ces nouvelles missions dans un cadre sécurisé aussi pour leur exercice, qu'on ne les envoie pas sur n'importe quel soin, dans n'importe quelles conditions, qu'on permette que les interventions soient tracées et qu'on borde d'abord au préalable également les soins sur lesquels ils vont être envoyés. Je vous propose de revenir sur l'organisation et les outils peut-être tout à l'heure, mais j'aimerais finir ce tour de table avec vous, docteur Vargon, sur 2 points, avec vos 2 casquettes, je dirais, sur la vision régionale. Peut-être revenir sur une chose de base, c'est quoi un soin non programmé ? Peut-être revenir par ça. Et ensuite, quelle est la situation en fait sur l'Île-de-France et du coup les impacts à l'hôpital. Je veux dire, peut-être que c'est un cliché, mais quand c'est pas très bien géré en ville, tout se retrouve à l'hôpital. Et vous êtes réceptacle de ce qui est urgence. Donc voilà, un petit peu un panorama et un petit portrait de ce qui se passe aujourd'hui en Île-de-France. Alors. Déjà, le soin non programmé, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Personne n'avait entendu parler de soins non programmés. Il y avait soit du soin, de la médecine générale, je vais parler du côté médical, mais enfin, ou de la médecine spécialisée et avec des infirmières, soit salariées, soit libérales, qui se rendaient au chevet des patients sur des indications médicales, soit des urgences. Et puis, on a vu commencer à émerger cette histoire de soins non programmés, c'est-à-dire la médecine générale considère que ce n'est pas de la médecine générale. Moi, je ne suis pas généraliste, je suis urgentiste. Et les urgences considèrent que ce n'est pas vraiment des urgences, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent attendre, qui n'ont pas besoin d'être vues et qui surtout n'ont pas besoin du plateau technique. Donc, je dirais que c'est plutôt à l'envers. C'est le soin non programmé, c'est un truc qui n'est ni les urgences, ni la médecine générale, mais un entre-deux, où si on est plus positif, c'est ce qui... aux urgences, pour ceux et celles qui sont déjà passés dans des urgences et qui ont travaillé, c'est les niveaux de gravité les plus faibles, c'est-à-dire 4 et 5, ou pour ceux qui aiment la CCMU, c'est un truc que tous les urgentistes pensent nul, c'est ce qu'on appelle les CCMU 1 et 2. Voilà, c'est ça le soin non programmé, avec récemment l'émergence de centres de soins non programmés, qui sont soit des cabinets de ville, de médecins, soit des espèces de petites urgences où on voit intervenir alors plutôt des infirmières salariées avec des médecins libéraux. Et c'est des petites urgences, et ça peut aller jusqu'à des vrais urgentistes qui tiennent des services d'urgence, qui ont l'avantage pour eux d'être ouverts de 10h du matin à 22h environ, avec des fermetures et surtout pas d'obligation de garde. Donc voilà, ça, c'est le soin non programmé. Et c'est vrai que et ils ont du plateau technique. Il y en a qui ont... Alors, dans le 77, par exemple, un des premiers centres de soins non programmés a ouvert dans le 77, je fais plaisir à Dédé 77, c'était à Ponto-Combo. Et c'est à l'occasion d'une fermeture d'une clinique, en fait, ils ont gardé les urgences. Enfin, ils étaient aussi à Champigny, c'est la même clinique. Et en fait, l'équipe des urgences a gardé les urgences tout en ayant celle de Champigny. Et comme sur place, le labo et la radio avec le scan sont restés sur place, ils ont continué à gérer des urgences
puisqu'ils avaient en plus l'hospitalisation à la clinique de Champigny qui est à quelques kilomètres, pour ceux qui ne connaissent pas cette riante région. Et donc, c'était un des premiers centres de soins non programmés qui a ouvert comme ça. Mais maintenant, vous en avez à tous les coins de rue. Hein. Mais dans certains, on ne fait même pas un ECG. Donc, c'est d'où la définition compliquée. Moi, je dirais que le soin non programmé, c'est surtout l'adaptabilité. Et c'est là qu'est le problème. C'est l'adaptabilité et des médecins de ville et des infirmières de ville. IDEL en général. Et donc, et nous, on y est confrontés tous les jours. Et là, je reprends ma casquette de chef de service d'urgence, c'est comment je fais pour envoyer un patient qui n'a pas d'infirmière. Celui qui a son infirmière, qui vient tous les jours, en général, on n'a pas de souci, on s'adapte. Mais ceux qui n'ont pas d'infirmière. Et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des structures, alors les CPTS, c'est pas mieux, hein, ça, l'ARS adore les CPTS, mais pour faire des réunions, c'est bien, comme ils aiment beaucoup ça, l'ARS, ils sont dans leur milieu, mais pour faire des choses en vrai, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je l'ai testé, ça fait 1 an qu'on discute. Par contre, ce à quoi nous, on a recours, et c'est assez drôle qu'aucun d'entre vous n'en ait parlé, parce que c'est hyper présent sur les territoires, c'est les entreprises qui, elles, vont jongler, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais qui vont jongler avec des infirmières libérales, la plupart du temps, avec des entreprises de matériel et des pharmaciens. Et c'est des prestataires, voilà, merci, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Et ces prestataires, eh bien, ils ont une souplesse que n'ont pas nos interlocuteurs libéraux, ni médecins, ni infirmières. Moi, je l'ai fait, alors j'ai parlé d'un problème personnel, je l'ai fait à titre personnel. J'avais ma mère démente à la maison, à 200 mètres de chez moi. Alors ça faisait déjà des années que le médecin de ville ne se déplaçait plus. Donc voilà, et qu'il y avait des infirmières. Et le jour où on a commencé à passer à du soin non programmé, alors non programmé c'est quoi ? C'est faire un bilan à la maison. Donc les infirmières ne faisaient pas, ça va peut-être faire sauter au plafond certains d'entre vous, mais les IDEL ne le faisaient pas. Non, j'ai découvert ça. C'était l'an dernier, hein. Là, 2023. Ma mère est morte en 2023. Et donc, non, mais je continue. Et donc, on a les IDEL. Non, parce que c'est ce que vivent les patients. C'est pas moi, personnellement. C'est les IDEL donnés par l'HAD. Donc, on est dans... Non, c'est pas c'est... Attendez, parce que, ok, je suis persuadé... Ça, c'est comme quand je présente des trucs à des urgentistes. Les mauvais urgentistes sont en dehors de la salle. Donc, je suis persuadé qu'ici, il n'y a que d'excellents IDEL. Donc, je continue quand même parce que c'est ce que vivent nos patients et c'est quand même ce que nous, on voit. Pas, je vous parle de ma mère parce que c'était encore plus simple, en fait, parce que moi, je suis médecin, que je peux gérer la situation différemment. Et que, finalement, nous, tous les jours, quand on commence à parler... Alors les médecins de ville, on n'en a pas, mais des IDEL, on en a souvent sur des personnes âgées. Parce qu'on nous a, là, on a parlé que des EHPAD, mais enfin 90% des vieux, ils vivent en ville. Hein. C'est vous qui vous en occupez, c'est pas les EHPAD. Donc, mais dès qu'on commence à avoir besoin de matériel, de choses comme ça, finalement, ça devient très complexe pour les familles. Gérer le matériel, gérer les médicaments, aller les chercher. Et les prestataires, et moi je n'ai pas d'action chez les prestataires, mais c'est une solution que n'offrent pas les libéraux qui sont isolés. Donc ça, je voulais en parler, et donc je le dis, la plupart des patients, je l'ai écrit en énorme sur mon truc, la plupart des patients ne sont pas en EHPAD, c'est des IDEL qui sont en visite à domicile, et quand on veut renvoyer les patients à domicile avec des traitements un peu différents, ou qu'on voudrait faire un peu de l'HAD en vrai, et bien là, ça devient très problématique. En termes d'adaptation des infirmières, et alors j'en parle même pas, en termes d'adaptation des médecins quand il y en a, avec la difficulté de la visite à domicile du médecin. Et j'arrive à l'unité mobile. Alors l'unité mobile, c'est dans le 75, dans le 95 et dans le 77. Bon, c'est plus une entreprise commerciale qu'un service rendu à la communauté, de mon point de vue. Ne me regardez pas comme ça. Mais parce que vous le savez. Et en tout cas, c'est quand même un modèle. Là où ça a un intérêt, c'est qu'en fait, moi je trouve ça débile d'envoyer... un infirmier faire 3 visites dans la journée, parce que c'est ça en vrai. Hein. Mais par contre, on pourrait tout à fait imaginer que les infirmiers soient des correspondants, vous connaissez vos patients, et là, la téléconsultation, comme vous le disiez, elle a un vrai intérêt. Avec un infirmier qui connaît le patient, ou qui fait du soin non programmé, mais qui est dans son environnement, qui sait où est la pharmacie, qui connaît les médecins du coin, et qui peut avoir un avis médical en téléconsultation. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt un bon investissement,
Mais si c'est pour en foutre une infirmière ou un infirmier dans une voiture et qu'il aille voir 4 patients dans la journée et qu'il appelle le SAMU pour savoir ce qu'il faut faire, ou il a un urgentiste qui n'est pas sorti de sa régule depuis 20 ans, qui n'a pas vu de patient en vrai, je ne vois pas trop l'intérêt. Et un dernier truc, moi je milite à fond pour les IPA, les infirmières de pratique avancée, pas pour des questions d'argent, alors à la base pas pour des questions d'argent, même pas pour des questions de pénurie. Je pense, avant de penser pénurie, parce qu'en général en France, on fait les choses quand on ne peut pas faire autrement. En ce moment, on régule les urgences. Ça fait des années qu'on en parle, mais on le fait parce que plus personne, les urgences ferment. On ne le fait pas parce que c'est intelligent. Mais les IPA, c'est un truc auquel les infirmières devraient se penser, les pratiques avancées, parce que je pense que c'est une évolution du métier. Il y en a qui ont besoin d'évoluer. Et évoluer, c'est pas forcément devenir médecin. Même si médecin, c'est quand même trop la classe, on peut faire autre chose que ça. À part urgentiste, non. Hein. Mais on peut faire autre chose. Et là, c'est l'autonomie de l'infirmière. Et il y a une partie des choses, vous n'êtes pas plus con que les médecins. Enfin, je crois pas. Et c'est à un moment, on peut faire des choses qui étaient dévolues à la médecine générale auparavant. Alors ça ferait hurler les généralistes si je disais ça. Mais que les infirmières pourraient parfaitement faire. Et là, je ne parle pas de téléconsultation, je parle en autonomie. Et un dernier truc, je vais revenir et puis j'en aurai fini, enfin je crois. Il y avait le parcours des soins non programmés. En fait, l'objectif des soins non programmés, c'est de remettre les gens dans un parcours de soins programmés. Hein, quand vous avez une otite, en général, vous allez chez votre médecin. En tout cas, avant, c'était comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire, oui, c'est que mesurer le soin non programmé, et là, je reprends ma casquette de président de l'Observatoire régional des soins non programmés d'Île-de-France, en fait, c'est très compliqué. Nous, on a essayé de mesurer les soins non programmés de la médecine de ville. Alors, en médecine de ville, en soins non programmés, il y a ce que vous connaissez, les maisons médicales de garde. Il y a les SOS-like, SOS et SOS-like. Il y a les nouveaux centres de soins non programmés, mais surtout, il y a tout ce que font les médecins en général. Et c'est les patients qui prennent entre deux et tout ça. En fait, c'est très compliqué. Nous, on l'a fait avec la CNAM, avec les lettres clés. Hein, les majorations et les PDSA hors PDSA. En fait, on arrive à des chiffres ridicules. Alors, pas trop sur les visites, et notamment dans le 75 et le 92, ce qui n'étonnera personne. C'est là où il y a SOS. Et un peu moins dans les autres régions. Et donc, chez les infirmiers, je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que si on regardait, en fait, on ne verrait rien de votre activité de soins non programmés. De la même façon que chez les généralistes, on ne voit rien. Et c'est la partie immergée de l'iceberg. Moi, je pense que vous faites tous du soin non programmé, mais qu'en fait, on n'arrive pas à le voir. Et qu'il va falloir trouver un moyen de discuter avec les URPS. Et j'espère que l'URPS infirmière sera plus ouverte que l'URPS médecin, qui n'a surtout pas envie qu'on sache ce qu'ils font, de façon à ce que vous puissiez montrer votre activité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup. J'imagine que dans vos propos, il y a des choses qui ont fait réagir Sophie Michel. Il y a un point, effectivement, d'observation concernant l'organisation et du coup la réponse à besoin du patient et au-delà de la famille. Vous dites, moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est auprès des prestataires. C'est vrai que les prestataires ont parfaitement identifié ce trou-là d'organisation et se positionnent commercialement là-dessus. On l'a tous. Moi, on le constate tous, et ils répondent à un besoin. Donc voilà, très bien joué de leur part. Sauf que, voilà, ça pose la question de comment, sur les soins non programmés, on l'a évoqué, vous l'avez évoqué rapidement, mais je pense qu'il faut y revenir. Quels sont les outils qui vous manquent, justement pour faire ce lien-là, quand un patient n'a pas d'infirmier, ou alors je sais qu'il y a certains outils qui existent, mais comment pour faire structurer les choses et organiser les choses pour que justement une bonne partie de la réponse aux besoins de soins non programmés viennent aussi des IDEL. Alors, plusieurs choses. Déjà, concernant les prestataires, ils existent. Il y en a qui sont plus ou moins vertueux, et c'est forcément avec les prestataires avec lesquels ça se passe mal, auxquels la profession pense là aujourd'hui. Et on a tous en tête des exemples de détournement de patientèle et d'abus de la part des prestataires. Après, des prestataires avec lesquels ça se passe bien, les infirmiers n'ont rien contre eux. Hein. Ça peut être tout à fait complémentaire de l'activité des infirmiers et tout à fait les aider dans l'accomplissement des soins. Il en est exactement de même pour les HAD d'ailleurs.
quand ça se passe bien, on veut bien travailler main dans la main. Quand il y a des détournements de patientèle et des prises en charge que l'on juge abusives, forcément, ça fait grincer des dents et ça coûte très cher à la société, d'ailleurs, de faire intervenir ce type de société voilà, pour rien. Concernant les outils pour identifier les infirmiers libéraux, effectivement, et ça fait... Excuse-moi, au-delà, pour gérer en fait, la problématique des soins non programmés, voilà, c'est un tout. Je pense que c'est un ensemble d'outils aussi. Alors, pour déjà la visibilité, on a mis en place au niveau de l'URPS, parce qu'on s'est bien rendu compte que ce n'était pas évident de trouver un infirmier quand on n'en avait pas, en sortie d'hospitalisation notamment. On a mis en place un outil permettant de géolocaliser les infirmiers, permettant aux infirmiers de dire quels soins ils acceptaient, quand est-ce qu'ils travaillaient, pour que ça matche et qu'ils aient des notifications. Voilà, à l'ère du numérique, et que la mise en relation se fasse plus rapidement et de façon plus vertueuse également, parce que en mettant surtout en relation les infirmiers qui habitent autour du domicile du patient, pour éviter également des dérives de gros cabinets qui parfois ne travaillent pas à proximité et font également des détournements de patientèle. Et sur les soins non programmés, vaste sujet. Il a été question dans le cadre des mesures Braun de mettre en place des astreintes. Docteur Vargon, j'ai l'impression que vous pensez que ce n'est pas forcément la solution, mais qu'il faudrait peut-être plutôt privilégier les téléconsultations de nos patients, les patients que l'on suit déjà. Mais je pense que tout ça, c'est complémentaire, en fait. Effectivement, la téléconsultation au lit du patient pour le maintien à domicile, mais oui, on pense au niveau de l'URPS qu'il est tout à fait vertueux de développer cet axe. Et après, les soins non programmés, une personne âgée qui chute et qui suit une abrasion au niveau du bras, plutôt que de l'envoyer en fait aux urgences patienter pendant 6 heures pour avoir un pansement, s'adresser à une infirmière pour qu'elle y aille et qu'elle lui fasse son pansement et qu'ensuite la personne retourne dans son parcours de soins le lendemain, on pense que c'est beaucoup moins délétère pour les patients. Et Hélène Marie, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais du coup, vous avez besoin de quels outils, justement, voilà. Les outils, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour le faire, en fait? Pour la mise en relation, ça passera forcément par du numérique et sur l'organisationnel, et c'est pour ça que l'URPS s'est emparé du sujet, parce que l'URPS s'adresse à tous les infirmiers, qu'ils soient en CPTS ou hors CPTS, parce que ils sont tous adhérents en fait. Vous êtes tous adhérents en fait à l'URPS, que vous soyez en MSP, en CPTS ou en exercice complètement isolé. Et donc du coup, la force de l'URPS, c'est de pouvoir mobiliser les infirmiers libéraux, quel que soit leur mode d'exercice. Donc déjà, il y a ce plan organisationnel d'identifier des infirmiers d'astreinte par infraterritoire. On a déjà travaillé avec des SAMU pour identifier quelle est la bonne échelle, pour mettre une astreinte, ni trop ni trop peu en fait. Il faut essayer de savoir ce qui est la juste quantité d'infirmiers d'astreinte par territoire, et ensuite un déclenchement via le SAMU par des outils numériques. Les SAMU ont exprimé leur souhait de continuer à travailler sur leurs outils métiers. Les infirmiers en Île-de-France, on a largement déployé l'outil dont je vous parlais tout à l'heure pour déclencher des interventions. L'idéal est bien sûr d'interopérabiliser ces outils pour que chacun garde son outil métier. Au niveau de l'ARS, et je le comprends aussi tout à fait, mais on nous parle de la plateforme nationale du SAS, qui est en gestation, un outil national qui devrait émerger à moyen long terme. En fait, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va émerger. Donc on est un petit peu attentifs sur ces outils numériques qui vont nous permettre de mettre en musique toute cette organisation humaine qui, on ne doute pas, on arrivera à mobiliser nos collègues. Les collègues ont tout à fait répondu présent sur les astreintes de nuit en EHPAD. Si les conditions de mise en œuvre pour les astreintes en ville, à domicile, sont également réunies, les infirmiers ont envie de s'engager et ont envie de développer leurs compétences et d'être reconnus
Donc, si je comprends bien, pour l'instant, vous êtes en attente d'un outil numérique qui permet de faire le si matching. c'est l'outil du SAMU, il y avait un outil qui s'appelait SISAMU, dont on entend parler depuis 15 ans, je pense, maintenant, et qui vient de couler définitivement. Donc, on est tranquille, il n'y a pas d'outil demain. Nous, si vous voulez, le SAMU peut tout à fait travailler avec l'outil métier des infirmiers libéraux, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas ce qu'ils ont souhaité. Après, je pense que l'outil, c'est très dommage que ça soit bloquant, mais il y a des financements derrière chaque outil, et l'argent public aujourd'hui c'est rare et précieux, et donc on est bien... Mais du coup, l'ARS, que ce soit au niveau des territoires ou de la région, vous n'avez pas un moyen de faire travailler les gens ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a des chapelles d'outils là. C'est pas tellement des chapelles. Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a quand même un vrai point préalable qu'il ne faut pas négliger, parce que les outils, c'est une chose, mais il y a un vrai sujet, et ça rejoint le point que j'évoquais sur la responsabilité globale du dispositif, avec un enjeu très fort d'organisation de la profession infirmière pour pouvoir s'inscrire dans quelque chose de fiable, c'est-à-dire quand Sophie dit très simplement on pousse un message et puis hop, en vrai derrière ça veut dire les infirmiers déjà sont informés, valident et adhèrent, sont inscrits sur cet outil propre, hein. Donc bon, ça c'est un premier point. Et après sur l'outil, en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une plateforme qui est en train de se monter dans le cadre de la mise en œuvre du SAS. C'est pas là, c'est ni départemental ni régional, en fait, c'est national, avec un enjeu. Mais je pense que c'est une question de mois. Voire moins, en tout cas c'est ce que je souhaite, parce qu'il est évident, que sur le SAS infirmier, non, mais que le SAS infirmier c'est un sujet. Ah oui, non, mais d'accord, mais le problème, c'est la plateforme informatique. Mais bien sûr, mais c'est pas la plateforme informatique quand c'est pas si anecdotique. C'est pas une anecdote, quoi. Ouais, mais c'est quand les confie à l'État, ça marche pas. Moi, mon ressenti de médecin hospitalier, c'est que les plateformes informatiques qu'on a à l'hôpital, c'est pas génial. C'est de la merde. Non, il faut le dire, hein, quelle qu'elle soit. En gros, il y a Doctolib qui marche bien, mais voilà, le sujet, il est commercial, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Les astreintes de nuit, l'outil sujet que nous utilisons a marché presque du tac au tac, a été développé à notre main, selon les besoins de la profession. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. En fait, ce qu'il faut, c'est un outil. Les interopérabiliser. Ouais, je pense que c'est l'interopérabilité. L'État, ils aiment bien avoir un outil. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Actuellement, il y a l'agence numérique en santé. C'est pas l'État, hein, franchement. Non, mais si, il y a l'agence numérique. C'est pas l'État, c'est aussi, quand même, on ne le dit pas, mais il y a les régulateurs. Parce qu'au fond, le sujet, là, c'est pas l'infirmier qui s'autosaisit d'un soin non programmé. Il y a un régulateur. Et le régulateur, il n'a pas envie d'avoir 3 outils. Non, mais pour on les est d'accord. médecins, un pour les infirmiers et un pour Non, autre mais chose, c'est pour quand ça qu'il arrive. faut l'interopérabilité. Mais actuellement, il y a l'agence numérique en santé qui essaye de rassembler tous les outils en France. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'effectivement, vous êtes des libéraux, il n'y a que la concurrence commerciale qui fera que c'est le meilleur outil qui gagnera. On a bien vu ce qui s'est passé avec Doctolib, de toute façon. Hein. C'est le plus simple. D'après la dernière table ronde de ce matin, il y a le socle qui permettrait, en tout cas, que tous ces outils dialoguent entre eux. C'est ce que j'ai compris, et ça arrive. Bon, donc il y a l'outil, mais il y a, je pense, au point de vue, j'ai une question sur le modèle économique de l'intervention des IDEL. Ce qui est prévu, comment ça peut se faire. Il y a 2 choses. Par exemple, sur les EHPAD, ça fonctionne. Comment économiquement c'est financé, c'est financé pour les IDEL, et puis qu'est-ce qui est envisagé pour la ville? Je peux sur les EHPAD intervenir, mais donc pour l'instant ce sont des financements qui sont assurés sur des crédits non reconductibles, mis à part une petite part. En fait, c'est quand même du bricolage. Hein. Oui. Pour nous, au sein de l'agence, on finance ça sur nos marges non reconductibles, en attendant que ça soit mieux intégré au plan national et assis sur des enveloppes pérennes. Voilà, donc ça coûte quelques millions, à peu près 6 millions, je crois. Donc, et sur le champ de la ville, il y a... là, il n'y a pas d'action comparable.
Il y a le modèle de tarification, de financement des SIAD, et de l'autre côté, l'exercice libéral. En fait, pour le projet sur les soins non programmés, il y a des tarifs qui ont été émis par l'assurance maladie sur les astreintes en PDSA, hors PDSA, et ensuite des cotations à la nomenclature pour les actes effectués dans le cadre de ces astreintes. Donc, après, est-ce que ce modèle économique est viable, est vertueux et suscitera l'intérêt de nos collègues? Faut le tester. Hein. Donc ces astreintes infirmières, elles étaient, bon, comme vous le disiez, peut-être présentées dans le cadre du rapport Braun, mais elles sont matérialisées, elles existent vraiment, ou c'est vraiment des petites... Il y a une expérience à Paris avec les CPTS cet été et l'été dernier. Sur le reste de l'Île-de-France et même en France entière, à ma connaissance, ça n'a pas été mis en œuvre. Et l'objectif avec l'agence, c'était de régionaliser un projet porté par l'URPS. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, il faut tester aussi un modèle et de toute façon, il aura vocation vraisemblablement à évoluer. Je pense qu'il faudra aussi identifier certains axes d'évaluation, même si on sait que c'est compliqué d'évaluer, mais... Encore une fois, Sophie Michel parlait de, par exemple, la limitation du nombre d'hospitalisations. Je ne sais pas si c'est le bon critère, parce que c'est sûr que c'est un objectif qu'on pourrait. Mais au fond, moi, quand j'évoquais la question des parcours, de remettre les gens à leur place, c'est aussi que les parcours ils se passent correctement. Enfin, je veux dire, aller à l'hôpital, c'est pas non plus un scandale quand c'est nécessaire, que par exemple, voilà, il faut un plateau technique, il y a besoin de faire des examens, et même passer aux urgences, c'est pas non plus un scandale. Après, la question, c'est qu'il faut qu'on fasse baisser la pression sur ces services, donc en faisant mieux aussi en ville, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on a besoin de faire hospitaliser, entre guillemets, une personne âgée, en fait, c'est la pire idée qu'on puisse avoir, quel que soit son problème, quoi. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à réaliser, et ça nécessite évidemment des étapes en amont. Moi, la profession infirmière, c'est une profession qui expérimente pas mal, quand même. On l'a vu avec, justement, dans les EHPAD, ça a commencé de manière très... on essaye et puis on verra. Et puis d'ailleurs, maintenant, sauf si je me trompe, mais ça a été repris dans des lois de financement de la sécurité sociale. C'est plus dérogatoire. Ça l'a été et ça l'est moins, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est aussi ça qui va fonctionner. Du coup, pour finir avant les questions de la salle, j'ai 2 questions. Je comprends bien que c'est un chantier en cours, en construction. Pour vous, ça peut se déployer à quel horizon? Je veux dire, de façon un peu réaliste, c'est quelque chose que... c'est l'année prochaine, c'est dans 5 ans ou... Concrètement, nous, au niveau de l'URPS, on attend que l'ARS nous dise que le SAS national a sorti, que l'outil est prêt au niveau du SAS national. On espère et on le demande ardemment d'être associé à la construction de cet outil métier pour les infirmiers au niveau du SAS. On espère que ça ne sera pas la même histoire que le DMP, mais bon, on souhaite vraiment que ça soit un outil. Il y a des représentants de l'assurance maladie dans la salle. Oui, non, mais donc il y a quand même cette clé outil. Et j'ai une deuxième question. Donc, ok, c'est très dépendant du juste SAS. Pour compléter, la question pour cet été, c'était de mettre en place ce projet. Avec des fichiers Excel. De façon complètement, pour nous, inacceptable, parce que c'était le régulateur du SAS qui téléphonait à l'infirmier d'astreinte, sans qu'il y ait de traçabilité des demandes d'intervention, de l'intervention qui était faite ensuite, et avec communiquer la liste de tous les numéros de portable des infirmiers de la région. Enfin, pour nous, c'était pas acceptable de faire travailler nos collègues dans ces conditions-là. On souhaite défendre les intérêts des infirmiers libéraux, c'est vraiment l'objectif de l'URPS, et ce n'est pas de tout accepter n'importe comment, à n'importe quel prix. Dernière question.
sur les avantages collatéraux, on va dire, d'un soin non programmé organisé avec aussi les IDEL qui sont déjà sur le territoire. Lorsqu'on a discuté un petit peu du sujet, Madame Marie, vous avez aussi évoqué des sujets, des effets positifs, comme par exemple, parce que le système de santé y entre clairement sur développement durable, décarbonation, etc. Et qu'en gros, pour vous, solliciter une infirmière libérale qui est à côté du patient, c'est mieux que de faire circuler des voitures. Voilà, c'est ça. Alors, je sais que c'est une dimension qui, pour l'instant, dans le système de santé, fait un peu sourire. Mais on y fonce quand même. Franchement, vu l'épisode qu'on vient de passer, je pense qu'il va quand même falloir s'y mettre un peu. C'est un critère qui rentre en ligne de compte. Moi, vous l'avez peut-être vu, le PRS3 est en concertation, vous pouvez donner votre avis. Il est dans le cadre d'une concertation régionale. Il y a un axe dédié au sujet, alors développement durable, mais c'est surtout résilience climatique, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai. Enfin, on voit bien. Enfin, dès qu'on a un problème et on va avoir problème sur les carburants, etc. Enfin, la mobilité des professionnels de santé, c'est un vrai sujet. Et même au-delà de la question écologique, la mobilité dans le cadre des JO, vous allez voir, on n'en a pas encore parlé, mais ça va être sympa. Donc, du coup, et encore, je dis ça, moi je suis dans le 77, on aura juste un petit territoire concerné. Mais en fait, la mobilité, c'est un vrai enjeu pour les territoires. Donc, du coup, ça, c'est un point important. Et c'est pour ça que, moi, encore une fois, je pense que le maillage territorial avec des professionnels qui sont positionnés dans les territoires, c'est essentiel. Et il y a un deuxième point positif, je trouve, sur lequel vous en avez un peu parlé, Dr Vargon, sur les IPA, mais plus globalement, en fait, c'est aussi remettre de l'expertise infirmière en face de l'expertise médicale à leur juste niveau, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, mais quand on voit surtout ce qui passe, les appels au SAMU, des renvois même vers la ville, je dis pas que les infirmières elles peuvent faire ce que font pas les médecins, mais il faut que chacun se repositionne dans son expertise, quoi. Et ça, c'est un point important. Moi, je le dis que les infirmières elles peuvent faire tout un tas de trucs. Mais bien sûr. Pas que font pas les médecins, que font les médecins. Faut pas déconner non plus. En plus. Donc, je vous dis pas. Mais on est bien là dans la graduation et dans les expertises remises à leur étage. Donc ça, c'est un autre point, parce que j'ai fait un peu flop avec ma décarbonation, mais je pense quand même que c'est un vrai sujet. Non, mais moi aussi, régulièrement, je fais flop là-dessus. Vous êtes venu en vélo du 77 hein. Voilà. En métro. On va dire non, en char à voile. Allez. C'est ça, on y croit. Ouais. Non, mais je sais que c'est un combat finalement assez dur, la décarbonation. Quant à la parenthèse sur les Jeux Olympiques, c'est vrai que, pour le coup, parce que c'est discuté à l'ARS, je fais juste une parenthèse. Alors moi, je suis un peu plus concerné, vu que j'ai l'hôpital qui est au milieu de la fan zone de 50 000 personnes, et du Stade de France, et de la piscine, et de je sais pas quoi. Mais c'est vrai que pour les professionnels de santé de façon générale, ceux qui vont se retrouver entrelacés avec les lieux des JO, ça risque d'être compliqué l'été prochain. Mais bon, fin de la parenthèse. On est vigilants justement sur le sujet parce que... Allez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On est tous vigilants. Oui, il y a des questions. Donc, attendez. Au moins 3 questions, 4. Eh ben c'est bien. Merci. Alors déjà, mademoiselle, madame. Alors il y en a. Moi aussi j'en ai une en fait. Allez, oui. Donc moi je suis infirmier libéral dans le 95 et je voudrais rebondir sur plusieurs choses. Vous nous dites qu'il faut limiter la pression sur les hospitaliers pour justement désengorger tout ça, que ça se passe mieux pour obtenir les soins non programmés. Vous nous dites aussi que les infirmiers, on a une part de soins à prendre dans les soins non programmés. L'exemple de mamie qui tombe et qui s'entaille le bras, c'est le parfait exemple. Par contre, on a bien conscience que pour mettre en place ces solutions, ça va prendre encore du temps. On n'a pas parlé de court terme, vous avez parlé vous-même de moyens, voire de long terme, pour notamment les outils informatiques. Et du coup, dans la même discussion, on nous explique qu'en attendant, la solution, c'est d'avoir recours à des prestataires, parce que ça fait un package, et du coup, on a l'infirmière qui vient à la maison. Alors, je suis désolé pour votre maman, mais par contre, le fait d'utiliser ce système, dans mon département,
on a des cabinets qui sont au bord du dépôt de bilan. Et du coup, quand on sera au moyen terme, il n'y aura plus d'IDEL de proximité. Parce que l'IDEL qui viendra, elle arrivera du 92. Moi, je vais vous répondre. Juste, je vais vous répondre. On va aller vite, parce que je crois qu'il y a d'autres gens. Je vais vous répondre. Moi, je me suis mis à la place du patient, mais tous les jours, en fait, j'ai des patients que je fais sortir des urgences. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les moyens de les hospitaliser, parce que c'est aussi notre argent à vous, à moi, et que je ne vois pas que j'hospitaliserai quelqu'un parce qu'il faut lui faire une piqûre tous les matins, quand c'est de la rocéfine, par exemple. Et donc, j'ai besoin de trouver des gens qui sont réactifs. Et là, je suis effectivement médecin hospitalier, donc je ne le fais pas dans le privé, mais j'ai un petit peu une expérience comme ça. Je suis réactif. Moi, je m'attends en face de moi à voir des libéraux, c'est écrit là, libéraux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas uniquement dans le soin, et c'est absolument pas une critique, mais qui tiennent, qui sont chefs d'entreprise. Peut-être parfois c'est une entreprise unipersonnelle, mais en tout cas c'est une entreprise. Et donc moi je m'adresse à des entreprises. Et donc j'attends en tant que médecin, et là j'en ai parlé parce que j'étais le fils de ma mère, j'attends qu'on me réponde et qu'on réponde à mes besoins. Et quand je dois appeler, mais je pourrais parler du jour où je me suis cassé le bras parce que je ne fais pas très bien de la moto et où il a fallu que je trouve une infirmière juste pour refaire le pansement parce que avec un bras c'est pas facile et c'était le Covid en plus et la première vague et donc il a fallu que je passe je sais pas combien de coups de fil pour trouver quelqu'un. Bon, c'était pas grave, j'étais pas très inquiet, au pire je serais allé à l'hosto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réponse en face, en soins non programmés, là de toute façon, quelqu'un qui sort de l'hôpital avec un bras cassé, c'est tous les jours, et je peux encore aller faire pipi tout seul, donc c'est vraiment juste venir faire le pansement. Eh bien, ma question, à la fois comme patient ou fils de patient, et à la fois comme professionnel des urgences, c'est de trouver quelqu'un qui réponde à ma question. Et pourquoi le prestataire ? J'ai pas d'action, encore une fois, je vous le dis, je m'en fous du prestataire. Moi, le prestataire, il va permettre au patient de s'occuper de rien. Et si on dit au patient, à la famille du patient, bon alors voilà, il va falloir appeler une boîte, et moi j'ai pas le droit de donner de nom, il va falloir appeler une boîte pour trouver de l'oxygène, puis il va falloir appeler une boîte pour trouver je sais pas quoi à la pharmacie, et puis il faut que vous trouviez une infirmière, ça ne marche pas. Et je vais vous donner un autre exemple sur les pharmacies parce que c'était le même problème. Avant d'être chef de service à Saint-Denis, j'étais chef de service à Saint-Camille. On travaille aussi avec des prestataires sur tout ce qui est attelle, béquille, machin, tout ça. Il y en a plein dans tous les hôpitaux, ça permet de... Quelqu'un qui sort de l'hôpital et qui ne peut pas marcher, à qui on donne une ordonnance pour lui dire d'aller à la pharmacie, il est minuit, et lui dire demain matin vous irez à la pharmacie acheter une attelle et 2 béquilles, sincèrement ça ne le fait pas. S'il a la sécu, la mutuelle, c'est transparent pour lui, on lui file ses béquilles, son attelle et il se tire. Et je suis arrivé à Brie, il n'y avait pas ce système-là. Donc je vais voir le pharmacien, je lui dis ça serait bien de mettre ce système-là en place. Il me dit ah non, on va faire travailler les pharmaciens du coin. Super. Au bout d'un an, on n'avait pas avancé. Il y avait toujours, on pinaillait sur l'argent, sur qu'est-ce qu'on allait perdre comme matériel. Je suis sûr qu'on allait en perdre plein. Et donc, finalement, au bout d'un an de discussion avec des commerçants, et c'est pas un mot dégueulasse, commerçant. Je suis fils de commerçant. Donc, avec des commerçants, à qui on filait un marché énorme, finalement, ça n'a pas marché. Et on s'est adressé à un prestataire. Vos concurrents, c'est pas les miens, c'est pas moi. Moi, vous pouvez me dire qu'il n'y aura plus de cabinet. Je m'en fous, je suis médecin hospitalier. Je ne suis pas responsable du florissement des cabinets de médecine de ville, d'infirmiers de ville. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est d'avoir des interlocuteurs en face qui me disent « Ok, docteur, j'aime bien qu'on m'appelle docteur. Ok, on va vous trouver... Aucun problème, votre patient il a besoin de 2 litres d'oxygène, il a besoin d'une perfusion, il a besoin qu'on livre la rocéfine, je parle d'une pyélo, d'insuffisance, d'une pnéopathie. Ok docteur, au revoir, vous pouvez nous l'envoyer dans 2 heures. C'est ce que me propose le prestataire. Voilà. Mais c'est pas un mais encore une fois, ça n'est pas mon problème. C'est pas le problème, docteur Vargon. Ça coûte toujours moins cher que de le garder à l'hosto. Docteur Vargon, Christophe Minghetti, donc je suis le président de l'URPS Infirmière. J'entends votre message. Je suis entièrement d'accord avec vos propos. Et moi, je vous propose effectivement que, contrairement à l'URPS Médecins, on puisse travailler ensemble sur ce sujet, et bien volontiers. À votre écoute, et on se reverra pour en parler, pour poser ces vrais problèmes-là, et apporter une solution qui sera valable pour vous et pour nous, et qui permettra la reconnaissance des infirmiers libéraux sur le terrain, tout en effectivement évitant le maximum ces fameux prestataires dont le but est vraiment très commercial. Je ne jette pas la pierre aux prestataires, ils sont là. On a besoin d'eux également. On ne peut pas couvrir tous les besoins.
On ne peut pas tout faire et on ne pourra pas tout faire. Mais ce qu'on pourra faire, on essaiera de le faire. C'est parce que la même façon que je prenais mon exemple moins polémique ici que des attelles, avec les pharmaciens, c'est que ces prestataires-là ont bien identifié qu'il y avait une faille et qui répondent à un besoin. C'est le principe du commerce. Hein. Exactement. Et c'est le principe d'être libéral. C'est de répondre à un besoin. Je suis désolé, moi je réponds à un besoin. Je suis urgentiste. Il y a 30 ans, j'aime pas quand je dis ça, mais il y a 30 ans, quand j'étais interne encore, médecine d'urgence, j'étais à Cochin, je ne sais pas si on avait 50 passages par jour. Maintenant, on a 200. Moi, hier, j'ai fait 240 passages dans mes petites urgences de Saint-Denis, enfin de mes grosses urgences. 240 passages, je me suis adapté, j'ai plus de médecins, plus d'infirmières. Mon organisation, elle change à la demande des infirmières. On est passé en 12 heures. Bon, je trouve ça débile, mais les infirmières ont envie de ça, donc on l'a fait. J'ai toute une organisation derrière, parce que je réponds à un besoin. C'est pas qu'une question d'argent. Et après, oui, il y a une question d'argent. Et peut-être que ça coûte plus cher, mais peut-être que si vous montrez à l'ARS que si vous êtes capable de vous organiser comme des prestataires, pour que ça soit transparent pour le patient, pour les médecins, et que ça coûte moins cher, je suis sûr que l'ARS, elle paye. Parce que ça coûte moins cher. Ou l'assurance maladie. Ouais. Mais voilà, la question, elle n'est pas les prestataires coûtent plus cher. Les prestataires donnent un service que personne d'autre n'offre actuellement. Exact. Alors, Madame, on enchaîne, parce qu'on prend il est déjà 15h11. Docteur Vargon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le prestataire, il vous répond à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle et que personne ne parle aujourd'hui. On ne parle pas que de pognon, on parle de patients. Et sur la prise en soin du prestataire, est-ce que vous avez ne serait-ce que été évalué ou aller rechercher un petit peu l'efficacité et la qualité du soin rendu pour le patient ? Oui. Alors moi, je travaille avec quelques prestataires. J'ai pas de problème. Il se trouve qu'en plus, ces prestataires, c'est pas non plus, ils sortent pas de nulle part. C'est souvent ceux qui viennent me voir pour me proposer, c'est des infirmières. Hein. C'est souvent ceux qui s'occupent de ça, c'est des infirmières. Des infirmières spécialisées. Oui, c'est des infirmières coordinatrices. Mais non, il se trouve qu'ils sont pas cons, les prestataires. Qui m'envoient des infirmières, parfois je les connais, je les ai eues comme infirmières. Donc elles connaissent le boulot. Ça ne marche pas. Ce que vous comprenez pas, c'est, vu de mon point de vue, dire il y a des infirmières libérales qui sont pas bonnes, les miennes par exemple, celles de ma mère par exemple, ça existe aussi. Celles qui font pas de prise de sang à domicile, celles qui vous disent je veux pas travailler après, ça existe aussi. Et encore une fois, je vais prendre mon exemple, ça n'est qu'anecdotique, mais quand ma mère a eu besoin de rentrer à la maison, ce qui n'aurait pas été possible, encore une fois je le dis, si on n'avait pas eu de médecin, et c'est un gros problème aussi, et avec les prestataires aussi, c'est qu'on n'ait pas de correspondants médicaux, ne serait-ce que pour adapter une antibiothérapie, eh bien les infirmières qui sont venues à domicile les quelques jours que ça a duré, je peux vous assurer, parce que je connais un petit peu le taf aussi, que c'était d'excellentes infirmières qui savaient se servir d'un pouce-seringue, qui savaient se servir d'une pompe à morphine, qui savaient se servir de choses dont les infirmières libérales qui venaient chez moi ne savaient pas se servir. Donc moi je pense que vous partez sur une mauvaise piste quand vous dites, c'est comme quand j'ai des urgentistes qui me disent ouais, les urgentistes du privé ils savent pas faire ou ils font que de la médecine de ville et tout ça. Mais c'est pas vrai, c'est les mêmes à la base. C'est pas vrai. C'est dire les autres c'est caca, nous on est mieux. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense que les prestataires, si vraiment c'était nul, ça ne marcherait pas. Ils assurent un service. À vous, moi, j'ai pas de problème. Demain, on vient me voir. Mais c'est la même chose avec les CPTS. Quand je vais voir une CPTS et qu'au bout d'un an, j'arrive pas à leur renvoyer ne serait-ce qu'un seul patient à la maison en accord avec eux, demain, j'ai une boîte de téléconsulte privée qui va venir me voir en me disant « Ouais, si c'est juste pour faire de l'adaptation bactério, vos infirmières, donc de prestataires, ont qu'à appeler la boîte privée, et j'aime pas la téléconsulte, la boîte privée de médecins, qu'est-ce que je vais faire pour mes patients ? Je vais passer par le prestataire infirmier, qui lui-même va passer par le prestataire médical. J'y peux rien si c'est eux qui donnent l'offre. C'est pas à moi qu'il faut se plaindre. Non, mais à côté de ça, je pense que les hospitaliers, vous aviez quand même un gros enjeu à faire là-dessus. C'est qu'il y a quand même des patients qui ont des infirmiers. Donc prenez au moins 5 minutes pour demander à votre patient s'ils auront déjà un infirmier libéral. Et au moins 5 minutes pour essayer de contacter le cabinet. Mais c'est ne balancez pas toutes les prises en soin. Non, mais je crois que là, vous n'avez pas... Non. Alors après, moi, la docteure Vargon, je pense qu'on ne peut pas vous laisser dire ça. J'ai un micro, donc je dis. Je pense que vous avez entièrement raison. Il y a un énorme sujet de méconnaissance de l'hôpital vers le monde libéral.
Alors moi, je vais vous dire comment ça se Et passe. donc, c'est sûr que c'est plus facile de passer un coup de fil et puis derrière. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais, Madame, mais on a un gros boulot à faire, nous Sophie, aussi, pour juste c'est une ce que chose. j'ai dit, l'interconnaissance, Sophie, on se les donne organisations encore- et on se tout. donne Mais ça, combien de vous temps avez encore raison. non, alors c'est pas Et comme ça que ça se passe. vient C'est- ensuite du Vous avez déclin. Madame Michu qui arrive chez vous, qui a 80 ans. 5 minutes. Vous avez qu'une envie, c'est de la renvoyer à domicile. La première personne que vous avez appelée, c'est le l'infirmière à prestataire, domicile. et là, c'est Si- l'erreur. C'est l'erreur. si Prenez on a- le temps, docteur. si Alors, on- excusez-moi. Si on a Sachez son qu'on numéro, on- il faut qu'on sache. On a 5 minutes maxi. 5 minutes maxi. Donc, ça. Déontologique de demander au patient s'il a une infirmière à côté. Eh ben, c'est très bien. Vous expliquerez aux patients déments de bien se souvenir de votre numéro de téléphone et que vous existez. Le patient dément qui est arrivé tout seul sur ses jambes Il à arrive par les l'hôpital. pompiers. Il arrive par les pompiers, ouais. Ouais. Bon. Non, sans déconner. Il a une petite Ah bah moi fiche. je vous Il a une invite, petite vous fiche. venez quand vous voulez chez moi, on vous montrera que la première personne qu'on appelle, c'est soit la famille quand il y en a une, soit l'infirmière, soit l'aide à domicile, parce que notre objectif premier, c'est de renvoyer la personne à la maison. Si on a l'infirmière, c'est génial. Le problème, c'est que parfois on ne sait même pas. On a mis en place les cartes de coordination, justement, l'URPS, qu'on met dans les cartes vitales avec les pompiers. Ils partent avec leurs cartes. On les a pas. Mais ça c'est comme les dossiers d'EHPAD, hein, vous savez. C'est vrai que tout ce qui est décrit là, Attendez. Je- tout ce qui est décrit là, c'est une réalité Ouais. aussi. De toute façon, et il faut que notre profession en ait également Ça sera le mot de la fin, conscience, parce Sophie, que c'est parce un qu'après, enjeu voilà. et c'est une responsabilité aussi de la profession de s'emparer de ce qui ne va pas aussi pour l'améliorer. Il faut le reconnaître pour avancer, je pense. Ouais, je pense que voilà. Ouais, non, alors non, on arrête là parce que sinon, je pense que là les questions, on est au cœur d'un certain nombre de choses. Il faudrait le double là parce qu'on est parti sur un vrai débat. J'en suis désolé, mais je suis obligé d'arrêter puisque vous avez la suite de la journée à faire. Donc vous pouvez continuer à discuter à côté. Je pense que ce débat là, il est pas fini. Moi, ce que je note, c'est que une partie du débat aussi, il est lié au fait que, visiblement, l'hôpital ne connaît pas les outils que vous avez mis en place de mise en relation en sortie. Pour ne pas le citer, je crois que chez vous, c'est une Zicaire. Il y a un problème d'outils aussi dans l'histoire, parce que voilà. Et il y a aussi ensuite d'autres problèmes. Merci beaucoup. On arrête là, et puis vous continuez à discuter après, parce que sinon, je crois qu'on est parti pour 1 heure encore.